Merci beaucoup. Merci beaucoup, c'était très intéressant et très. Voilà, on est dans un débat typiquement américain dans lequel les considérations de réalité ne sont jamais séparables des principes ou l'inverse, c'est-à-dire qu'on ne peut pas raisonner sur des principes indépendamment des faits, on n'est pas dans un discours abstrait. Et je trouve que ces deux exposés se complètent bien. Alors, des questions, des précisions sur ces exposés. Alors, oui, moi j'aurais une question pour chacune. Alors, déjà, merci beaucoup pour ces deux exposés qui étaient très intéressants et très complémentaires, je pense. Je vais peut-être commencer avec Anne-Lorraine. Alors, c'est plus une question peut-être historique sur le débat Jefferson et Madison. Donc déjà, Hamilton, c'est ça. Donc déjà bien savoir qui était fédéraliste et antifédéraliste, et pourquoi, si j'ai bien compris, c'est Hamilton la conception hamiltonienne qui aurait remporté un petit peu la chose, et pourquoi, à quel moment, et est-ce qu'il y a eu des résurgences un petit peu de Jefferson après, voilà. Et juste en termes d'anecdote aussi, savoir ce que c'était, tu as parlé du massacre de la Saint-Valentin. Alors c'était quoi ça? Voilà. Et pour Juliette, j'ai été assez frappé dans votre exposé, vous ne parlez jamais de lobby. Alors j'ai l'impression que dans la culture américaine, c'est vraiment quelque chose de déterminant dans la culture politique américaine. Et est-ce que c'est pas ça justement la grande différence avec l'Europe? C'est cette importance des lobbies, mais qui ne sont pas considérés comme quelque chose de mal ou de mauvais, mais comme simplement des entités qui ont en effet un poids économique, mais qui, du coup, par la même occasion, ont aussi un énorme poids politique, et qui est tout à fait, accepté. Et donc, du coup, même, est-ce que, je suis assez d'accord avec votre discours normatif, mais est-ce que la simple réglementation juridique, même constitutionnelle, pourrait être compatible avec cette acceptation du lobbying, tout simplement. Voilà. Alors, je commence dans le sens de l'histoire. Oui, le sens de l'histoire. Alors, Jefferson Hamilton, donc d'abord, ils n'étaient pas tout seuls, hein, et on cite aussi en général Adams et Madison, beaucoup. Alors, c'est Hamilton qui est fédéraliste. Ce qui se passe à Philadelphie, c'est qu'il y a donc 13 États qui sont une confédération, qui ont tous fait la révolution ensemble, déclaré leur indépendance de la monarchie anglaise ensemble. Et la question qui se pose, c'est à quel point est-ce qu'ils vont accepter une superstructure, un État fédéral, qui les gouverne tous les 13, ou est-ce qu'ils vont continuer à se gouverner dans une certaine autonomie? Hamilton, l'idée d'un État fort, notamment parce qu'il se représente déjà l'avenir de la nation américaine dans le monde, donc il veut que ce soit une vraie puissance commerciale, et il ne voit pas comment on traite avec d'autres États si on reste une confédération de 13 États. Donc il pousse pour une fédération, notamment pour avoir une nation qui puisse être une puissance. Et donc l'opposé, c'est la confédération. C'était les 13 États qui se gouvernaient dans une forme d'autonomie et sans superstructure, ou avec une superstructure à qui on aurait consenti assez peu de pouvoir. Donc, mais Hamilton, il y a le côté commerce international, relation avec les autres puissances, ça c'est un des arguments. Et l'autre argument, c'est un argument franchement élitiste. C'est là où c'est intéressant, je crois, par rapport au débat sur le pouvoir de certaines élites financières sur la vie publique américaine. Il la défend, c'est-à-dire qu'il défend un gouvernement par des élites éclairées. Et ça, c'est quelque chose qu'on va retrouver périodiquement dans l'histoire des États-Unis, et notamment à l'époque qui nous occupe. Dans le combat anti-corruption, en fait, on retrouve des gens qui sont les descendants des patriciens. Enfin, en fait, il y a une aristocratie aux États-Unis, et ces premiers patriciens qui ont fait la Révolution,
et les descendants de cette Amérique protestante, blanche, qui lutte aussi contre les éléments de nouveauté et d'anarchie et de chaos. Donc c'est intéressant parce qu'en fait, Hamilton, c'est l'allié des grandes banques, c'est l'allié du big business, en fait. Par opposition à Jefferson, qui a cet idéal de république qui reste petite, qui sont des républiques de petits propriétaires, d'individus indépendants et autonomes, et j'ai pas pu en parler, mais la propriété est la condition de la liberté, hein, ça c'est très important, enfin, on accède à la liberté parce qu'on est propriétaire, ça aussi c'est quand même un apport, voilà, c'est en action, en action. Avec une forme de démocratisation de la propriété aussi, c'est-à-dire que tout le monde doit être propriétaire. C'est exactement ça, c'est-à-dire qu'il n'est pas anti-marché Jefferson, mais par contre il faut ouvrir. Il ne faut pas laisser le pouvoir aux mains d'une clique de nantis. Il faut que chacun... Donc il est plus démocratique, si tu veux. Il a aussi peur que l'idéal de vertu républicaine ne soit pas tenable dans un grand ensemble. Donc Hamilton, l'expansion continentale, ça ne lui pose aucun problème. Même l'impérialisme des États-Unis. Jefferson a toujours peur que l'idéal républicain soit corrompu par le mouvement d'expansion, et en même temps il défend l'expansion à l'ouest. C'est quand lui était président que les Américains ont acheté la Louisiane, parce que c'est l'ouverture, c'est l'opportunité, c'est l'ouverture démocratique aux hommes ordinaires. Alors à Philadelphie, les fédéralistes ont gagné, mais les antifédéralistes ont obtenu beaucoup de compromis, donc après c'est une négociation entre quel pouvoir est-ce qu'on cède à l'État fédéral ou pas. Et ce compromis qui a été trouvé entre les fédéralistes et les antifédéralistes, en fait, il est tout le temps c'est jamais fini. C'était une discussion qui est toujours ouverte aux États-Unis et ils sont toujours en train de refaire cette discussion, et à toutes les périodes clés. Et Lincoln réexplique la nécessité d'une union forte contre des États et des systèmes sociaux différents. Et Roosevelt réexplique aussi l'État fédéral, c'est-à-dire que la période de troubles dont j'ai parlé là, elle se résout par quoi? Par davantage d'intervention de l'État fédéral. Donc ça, c'est réinterprétation par Roosevelt. Et moi, j'aurais une hypothèse sur ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on est dans une période de recul. C'est-à-dire que l'État fédéral est discrédité, il n'arrive plus à rien imposer. Et si Obamacare coule, je ne sais pas ce qui se passe après, c'est-à-dire que la réforme de l'assurance maladie, pour moi, c'est une tentative d'Obama de redire que l'État doit faire des choses utiles pour la société, l'État fédéral. Et s'il échoue sur ce plan, c'est vraiment la vision du rôle de l'État qui me semble profondément remise en cause. Et donc il y aurait des petits partis en face qui seraient antifédéralistes et qui assimilent l'État fédéral, mais aussi les grandes banques, la finance, etc. Tout à fait. Le Tea Party est complètement antifédéraliste, et le relais qui te manque entre les deux, pour faire le suivi, c'est Jackson est une réinterprétation de Jefferson. Donc le suffrage universel, c'est Jackson. Le spoil system, c'est Jackson. Alors le spoil system qui consiste à dire après une élection, on change tout le personnel politique et on donne tous les postes aux gens qui vous ont soutenu pendant l'élection. On peut dire c'est de la corruption, enfin, ou c'est une pratique corruptive. On peut aussi dire c'est de la démocratisation. C'est comment faire en sorte que le pouvoir reste pas toujours aux mains des mêmes petites élites du Nord-Est. Et comme par hasard, Jackson est un personnage de l'Ouest. Voilà. Et du coup, c'est l'idée que j'ai pas trouvé le temps de formuler, qu'aux États-Unis, cette période de très grande corruption, c'est peut-être aussi un facilitateur de changement. Enfin, c'est peut-être la condition du renouvellement social et politique qui suit, en fait. Il y avait une deuxième question, j'oublie. Le massacre de la Saint-Valentin, mais ça, c'est les grands épisodes d'Al Capone. Donc, le massacre de la Saint-Valentin, c'est un de ces massacres à la mitraillette qui a laissé 7 types par terre, mais vraiment au vu et au su de tout le monde. Et en fait, c'était des règlements de compte entre le gang de Bugs Moran et le gang de Al Capone. Enfin, il faut aller au cinéma. 1900, je l'ai noté quelque part. Je vais te le retrouver. Bon, d'accord. Alors, donc, tu gères Juliette, un mot sur la... Oui, oui, j'ai pas parlé de lobby parce que les vagues sont pas des lobbies, c'est pas les lobbies, c'est des groupes d'intérêt basés à Washington qui sont constitués en vue de faire pression sur le législateur pour tourner la
la loi en leur faveur. La définition des PAC correspond. Il y a deux définitions différentes. Tu parlais des PAC, mais effectivement, c'est pas une question de terminologie, ça fait tellement écho au lobbying que la question est tout à fait légitime. Mais par contre, je ne sais pas s'ils sont tout à fait acceptés. C'est sûr que par rapport à notre tradition européenne, c'est une pratique qui est pas... qui est courante, etc. Mais on voit bien quand même que je pense que c'est ce que j'ai essayé de dire en conclusion de manière assez confuse sans doute, mais je pense qu'il y a deux conceptions différentes, il y a deux camps, il y a deux positions possibles face précisément à ce poids des intérêts économiques sur la détermination des questions politiques. Et il y a une volonté réformatrice aux États-Unis qui existe. Donc je ne sais pas si on peut dire que le lobbying est une pratique complètement acceptée et incontestée à Washington. Enfin, on voit bien d'ailleurs, on se souvient que le premier Obama avait été élu avec une promesse de débarrasser Washington de ses lobbies, en tout cas il a échoué. Je complète juste 2 secondes pour signaler, donc ça c'était un numéro du American Interest sur la plutocratie aux États-Unis aujourd'hui, donc le pouvoir de l'argent en politique pour aller très vite. Et l'essai d'introduction est très intéressant et en fait l'auteur dit qu'on a besoin d'étudier et de comprendre mieux comment le pouvoir de l'argent influence exactement le processus législatif. Et donc, il dit, en fait, il y a des tas de choses qu'on sépare, et entre du lobbying acceptable et du lobbying pas acceptable, où sont les frontières, et il appelle vraiment les États-Unis à approfondir la réflexion là-dessus. Et donc, il fait 4 hypothèses sur comment est-ce que l'argent influence les lois, qui me paraissaient intéressantes, donc je vais les dire rapidement. Donc, 1, on peut persuader le Congrès de transférer les coûts du fonctionnement des grands groupes industriels vers le public. Par exemple, si tu fais en sorte que ce soit le contribuable qui finance la régulation des grandes industries, alors que peut-être que les coûts de la régulation devraient être extraits de ces grandes corporations elles-mêmes. La deuxième piste, le lobbying au plan fiscal et comptable, qui permet aux gens qui ont accumulé des fortunes de conserver ces fortunes. C'est un truc aussi, c'est très viscéral aux États-Unis. Devenir scandaleusement riche, ça va. Hériter d'une richesse scandaleuse, ça va pas. Et c'est ça, voilà, ça ramène vraiment direct à la fondation. On peut pas hériter d'une fortune. Donc le lobbying sur vraiment les lois fiscales. Le troisième, le lobbying pour s'assurer d'être en mesure de faire pression sur les campagnes électorales, donc c'est celui dont on parlait là avec les super PAC. Et quatrième, le lobbying qui vise à protéger la liberté de faire du lobbying. Voilà. Mais l'essai est très intéressant en entier. Moi, ce que je trouve intéressant, je ne sais pas comment je peux vraiment montrer ça, que je suis derrière. Ce que je trouve très intéressant pour notre séminaire, c'est qu'on voit, à quel point la corruption est liée au modèle politique. C'est une illustration parfaite de ce que disait Montesquieu, c'est-à-dire, on pourrait dire, l'affaire des Citizens United, c'est dans le fond la démocratie extrême de Montesquieu, c'est-à-dire que dans les 2 exposés, on voit comment la corruption n'est pas un agent extérieur qui viendrait attaquer un système démocratique, mais qu'elle prend son sens à l'intérieur même du système démocratique. Et c'est parce que la société repose sur le contrat, sur la liberté, qu'elle pose un problème de corruption typiquement démocratique, qui est celle de faussement du contrat ou d'une liberté tellement extrême qu'elle se retourne contre la règle. C'est-à-dire ce que vous appelez une corruption systémique, c'est à mon avis, ce serait pas très, quand c'est pas que c'est pas très compliqué d'élaborer dessus, de théoriser. Ça veut dire que la corruption est un mal généré par le bien politique lui-même et par la difficulté de ce qu'il repose sur des notions extrêmement subtiles et internes
qui sont très difficilement repérables. C'est quelque chose que j'avais fait une comparaison un petit peu grossière, mais c'est-à-dire si vous voyez par exemple comme transgresser, toujours cette distinction entre la transgression et le faussement. C'est-à-dire transgresser, quand il y a un meurtre, il y a un meurtre, il y a une station de la vie, un cadavre, tout ça, bon, il y a eu une transgression manifeste. Quand il y a un viol, en fait, ce qui est violé, c'est le consentement, bien sûr. Donc tout repose sur une notion qui est extrêmement difficile à saisir. Quand est-ce qu'on consent, quand est-ce qu'on ne consent pas, à quoi on consent, est-ce qu'on consent à tout, etc. Bon. Et la démocratie, c'est pareil, c'est-à-dire prouver qu'un consentement a été forcé. Oui. C'est vachement compliqué. Le consentement éclairé. Oui, c'est ça. Parce qu'il y a le consentement éclairé, mais à un autre niveau. Vous voyez ce que je veux dire au point de vue de là, c'est-à-dire que c'est impossible, finalement, c'est une notion impossible, le consentement. Elle est tellement interne. Et c'est tout le problème de... ben oui, mais si quelqu'un est acheté, il consent toujours. Sauf que son consentement est acheté. Mais le consentement, formellement, il est là. Vous voyez ce que... Et donc, ça veut dire que peut-être qu'il faut introduire des rappels, des contrepoids à une vision mécaniciste de la démocratie, qui ne sont plus de l'ordre du mécanisme, qui sont de l'ordre de la limite, qui sont de l'ordre de la modération, du tempérament, etc. C'est-à-dire que ça oblige à changer le raisonnement qu'on a sur la démocratie. Oui. Et puis dernière chose, ce que je trouve, c'est que vous dites qu'il y a deux définitions de la démocratie. Non, il y en a trois. Il y a toujours la définition naturaliste. C'est-à-dire que la corruption, c'est la dégénérescence des corps et des matières. Et en l'occurrence, ce qui est intéressant dans la démocratie, c'est que, et ce qu'on voit dans toutes les séances du séminaire, c'est que ces deux définitions se superposent sans cesse. Ben, il y a une dégénérescence qui est peut-être plus rapide de la démocratie que des autres systèmes politiques, c'est-à-dire qu'elle vieillit, il y a des habitudes, il y a des réflexes, il y a une dégénérescence, d'où un besoin de régénération de la démocratie, qui est un besoin tout à fait spécifique. Non ? Oui, tout à fait. D'ailleurs, ça rejoint un réveil périodique. Tout à fait. C'est ça, oui. Qu'on trouve aussi d'ailleurs dans la tradition républicaine, l'idée de cycle. Oui, mais qui est très peu travaillée par la philosophie politique. C'est-à-dire cette idée du réveil, de la refondation. C'est vraiment, Hannah Arendt, elle ne parle que de la fondation, elle ne parle pas de la refondation. Alors que finalement, le problème des démocraties, comme tous les systèmes publics, aujourd'hui, on peut l'espérer, c'est plus dans le réveil, la régénération, refondation, sursaut, appelons ça comme on veut. Parenthèse, c'est bien un problème français contemporain, d'ailleurs. Oui. Bon, cela dit, encore une fois, dans les écrits Machiavel ou de Rousseau, on trouve cette idée qu'il faut une grande crise périodique pour régénérer moralement la République malade. Simplement, je ne suis pas certaine que le remède à la corruption soit du côté du tempérament et de la modération, mais je ne suis pas certaine peut-être de vous avoir bien entendu. Tout simplement parce que c'est en fait le seul remède proposé par ceux qui conçoivent la démocratie comme un régime défini exclusivement par la liberté, elle-même conçue comme absence d'entrave. C'est-à-dire que l'idée que... je ne suis pas persuadée que de même d'ailleurs qu'il suffise d'avoir qu'un public vigilant incitant ses dirigeants à la modération suffisent à... La modération, c'est le système français où on a un financement public des partis politiques, ça ne résout pas complètement le problème, ça la résout très très largement. Alors, et ça, les Américains, et c'est ça, je veux dire que ça, c'est quelque chose, vous voyez ce que je veux dire, ça a été d'ailleurs très très argumenté dans les amicus curiae de Nadine, mais la solution est assez simple. Elle est simple, mais culturellement, elle n'est pas acceptable.
quand tu as un pays qui s'est développé aussi par des infusions considérables d'argent privé, tu as du mal à faire passer l'idée que l'argent privé est forcément néfaste pour la vie publique. C'est l'intérêt de cet évangile de la richesse là, qui a été développé par les barons voleurs. Mais par contre, après, il appartient à l'individu de réinjecter lui-même l'argent privé dans le bien public. Il ne peut pas décider pour lui. Enfin, merci beaucoup, c'était très intéressant. Ça continue de nous faire réfléchir sur la semaine prochaine sera la dernière séance de l'année. Et alors, Protestantisme et corruption avec Olivier Abel et Philippe Kabongo-Baya. Ils sont, il y a pasteur, voilà.